messieurs. Bon, merci de cette occasion d'évoquer devant vous une question qui est malheureusement pas souvent évoquée par les médias et par les politiques. Question difficile, celle de le cas de l'Union européenne et de sa défense. Bon. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais quand même dire deux mots pour me présenter. Donc j'ai à me reprocher d'être effectivement officier général en deuxième section. 2S, ça veut dire deuxième section, c'est-à-dire que nous sommes susceptibles d'être rappelés. Les officiers généraux en première section sont en activité et ceux qui sont en deuxième section sont susceptibles d'être rappelés. Donc j'ai fait une carrière essentiellement au moment de la guerre froide, donc c'est moins glorieux que les officiers qui actuellement sont engagés sur tous les théâtres d'opération à l'extérieur. Mais je dirais nous avons quand même l'avantage d'avoir gagné une guerre sans tirer un seul coup de canon. Voilà. Donc j'ai quitté l'armée à 53 ans pour faire une carrière industrielle. J'ai été pendant 10 ans directeur général d'un groupement industriel qui regroupait 160 sociétés fournissant des équipements pour les armées de terre et qui organise tous les 2 ans le salon de l'armement terrestre de Eurosatory. Et depuis cette époque-là, bon, je suis un ardent partisan des questions européennes, de la construction européenne, bien sûr sur sa défense et puis également plus largement construction européenne, ce qui m'a amené du reste à écrire un modeste ouvrage que vous trouverez en bas du reste, dans lequel j'évoque les problèmes de notre société française, mais également et surtout l'avenir de l'Union européenne. Alors ceci étant, nous allons parler de défense, et j'en reviens à Frédéric Bastiat. Pour une nation, la sécurité est le plus grand des biens. Si pour l'acquérir, il faut mettre sur pied 100 000 hommes et dépenser 100 millions, je n'ai rien à dire. Alors, ces propos, évidemment, me font jubiler, moi, militaire, hein, cela me va très bien. Encore que l'on puisse contester l'ordre de grandeur des chiffres. 100 000 hommes, c'est pas grand-chose. Et quant aux 100 millions, si vous voulez, pour moi, c'est pas de 100 millions de francs, il s'agit de milliards d'euros, hein, bien sûr. Alors, cette assertion que je partage évidemment tout à fait, est-ce à dire que la défense est une priorité absolue ? Certainement, dans cette salle, beaucoup de gens, parmi vous, pensent que dépenser 33 milliards d'euros par an en France pour construire des chars, des avions de combat, c'est probablement beaucoup, et certains préféreraient qu'on consacre cet argent à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, que sais-je encore. Donc il y a un peu un paradoxe. Alors je vais prendre un exemple qui ne va pas être l'exemple français, mais qui est l'exemple européen. Nous allons parler donc de la défense européenne. L'Union européenne peut-elle prospérer si sa sécurité n'est pas assurée? Autrement dit, la sécurité est-elle une priorité, notamment pour la défense, pour l'Europe? Ça nous appelle à poser la question, que fait donc Bruxelles pour notre défense? Large question, car pour certains, qu'est-ce Bruxelles? Un machin technocratique, bureaucratique, 35 000 fonctionnaires plus 12 000 qui s'en déduisent, peu démocratique, déconnecté de la relation avec les peuples, ultra-libéral, ce qui est ça, l'injure suprême, ou une passoire sans aucune défense. Ou bien est-ce un grand projet ambitieux, difficile, du fait du poids des cultures, de l'histoire, de la diversité des cultures, qui repose sur des traités internationaux qui ont une légitimité, le traité de l'Union européenne, TUE, et le traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est la nouvelle dénomination de l'ensemble des traités européens qui ont été, restructurés, disons, notamment à la suite du traité de Lisbonne. Alors, ce triptyque, ce grand projet repose sur un triptyque. Le Conseil européen, qui réunit les 28 chefs d'État, bientôt 27, et dont se déduit le Conseil des ministres. Chacun de ces présidents a une légitimité démocratique que personne ne peut contester. Le Parlement européen, 750 députés, dont 74 Français, élus pour 5 ans au suffrage universel.
par quelques 500 millions d'Européens, ou en tout cas qui représentent 500 millions d'Européens. Abstention majeure, 57% la dernière fois. Élection donc qui n'enthousiasme pas les foules et qui pourtant est fondamentale. Fondamentale. Bien sûr, le mode de recrutement, la base sur laquelle la base électorale était contestable. C'était une base régionale, relativement, enfin pour ce qui est de la France en tout cas, relativement contestable. La prochaine élection, ça sera une base nationale. Autrement dit, il y aura des listes nationales. Donc le Parlement et puis la Commission. Alors la Commission, objet de toutes les critiques. Cette commission, qu'il s'agisse du glyphosate, de la pêche électrique, de ces normes, enfin que sais-je encore, c'est l'abomination. Cette commission, dont il faut quand même rappeler, bien sûr, qu'elle a l'initiative des règlements et des directives. C'est elle qui a l'initiative des lois européennes, des directives, mais dont il faut rappeler aussi qu'aucune directive ne sort de cette commission et ne devient effective que si elle a l'aval, le double aval du Parlement européen, à la majorité absolue, donc 50%, et du Conseil des ministres à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États représentant au moins 65% de la population, et parfois à l'unanimité pour certains domaines. Donc le procès qui est fait à cette commission est un mauvais procès et malheureusement beaucoup de gens et de partis politiques notamment entretiennent le flou sur cette question. La commission en fait elle est simplement le gardien du respect des traités qui ont été signés et entérinés par chacun des 28 États. Nous allons parler de défense. Alors défense. Avant de parler de défense, je voudrais situer les responsabilités au niveau européen. La Commission, en fait, n'est pas réellement compétente dans ce domaine, sauf en matière industrielle, et notamment depuis quelques années sous l'impulsion de Michel Barnier. Michel Barnier a été commissaire européen, il a beaucoup œuvré dans ce domaine, et il est actuellement, vous le savez, chargé des négociations sur le Brexit, au nom de l'Union européenne. Donc la Commission a un pouvoir dans le domaine industriel, mais pas dans le domaine de, je dirais, le plus important, qui est celui de l'emploi et l'emploi des forces. Et donc le véritable pouvoir décisionnel en ce qui concerne la défense elle-même, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des 28 chefs d'État, sous la présidence de Donald Tusk, qui est l'ancien Premier ministre polonais, et avec la participation de Federica Mogherini, qui est la déléguée aux affaires étrangères, la haute représentante aux affaires étrangères. Alors, nous allons parler de défense et il faut peut-être rappeler quelques vérités premières. D'abord, la défense, c'est un domaine régalien qui, plus que tout autre, symbolise la souveraineté d'un État. Un État est souverain quand il est capable de se défendre. C'est un sujet éminemment politique. Les militaires ne font pas de politique, mais leur domaine d'application est politique. Le deuxième rappel, c'est que les forces armées constituent un outil au service de la politique étrangère. Il n'y a pas de défense sans politique et sans diplomatie, et il n'y a pas de diplomatie sans défense, et je dirais sans défense crédible. Troisième rappel, l'Europe, c'est une évidence, à son stade actuel de développement, ce n'est pas un État. C'est simplement l'union d'États souverains qui acceptent de partager une petite part, ou une part plus ou moins importante, de souveraineté avec les autres. Alors, dans ce contexte, rappelons qu'il y a un serpent de mer qui revient régulièrement sur les questions de défense européenne, c'est l'armée européenne. Quand on interroge les Français, les Allemands, les Italiens ou les Slovaques, eh bien, entre 75 et 88% répondent « nous voulons une armée européenne ». Alors, qu'est-ce à dire, y compris au niveau des personnels politiques. Le président de la Commission, le président Juncker s'était prononcé pour une armée européenne. Le docteur Schäuble, qui à l'époque était ministre allemand des Finances, de l'économie et des finances, lui aussi s'était déclaré pour une armée européenne. Il est maintenant président du Bundestag. Qu'en est-il? S'agit-il
d'une utopie ou d'une réalité possible peut-être pour demain. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que nous vivons dans un monde dangereux. Un monde dangereux. Je ne vais pas faire le détail de toutes les menaces et tous les risques qu'il y a dans ce monde, entre tous les points chauds. Je dirais que simplement, quelques photos suffiront à illustrer que ça parte du missile nucléaire intercontinental jusqu'à la Kalachnikov. Bon. Vous voyez ici donc la Corée du Nord, bien que à l'heure actuelle on se demande si effectivement il n'y a pas une évolution qui pourrait être intéressante. Bon, Moscou dont vous voyez là le dernier char de bataille, dont vous voyez un porte-avions. Alors les puristes vous diront oh c'est un porte-avions ancien. Bon, c'est un porte-avions ancien. En revanche, dans le domaine des sous-marins, là, on peut penser qu'ils sont aussi menaçants que pendant la guerre froide. Et puis, on passe à Pékin. Là aussi, Pékin, bon, il se trouve que la mer de Chine est maintenant considérée comme une mer intérieure chinoise. Donc, elle a un porte-avions. Il y en a 2 autres en construction qui seront opérationnels d'ici moins d'une année. Donc, 3 porte-avions. Et puis, ensuite, bien sûr, il y a tout le Moyen-Orient. Qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, qu'il s'agisse de Daesh, même si Daesh est actuellement en train de, non pas de disparaître complètement, mais en tout cas de se diluer. Et puis, il y a bien sûr la Kalachnikov, qui est l'arme symbole du terrorisme. Et puis on a trouvé encore mieux, on a trouvé le camion tueur. Et puis je ne parle pas des menaces insidieuses qui sont par exemple les cyberattaques, les drones qui permettent de guider ce genre de camions, ou encore les drones armés, enfin que sais-je. Bon. Donc un monde dangereux dans lequel on peut se poser la question, quelle place pour l'Europe dans cette gigantesque lutte d'influence? Alors la défense, elle est d'abord nationale. Chacun des pays de l'Union européenne possède des forces armées, plus ou moins importantes, plus ou moins efficaces et opérationnelles. On considère que les forces britanniques et les forces françaises sont les plus opérationnelles, je crois à juste titre. Ceci étant, on minimise peut-être un peu trop les capacités allemandes, qui notamment en matière de défense du territoire sont tout à fait remarquables, et qui évidemment sont un peu bridées par du Parlement, puisque la chancelière n'a aucune autorité pour engager les forces armées. C'est le Parlement, le Bundestag, qui engage les forces armées. Bon, et puis on minimise également l'action, les possibilités, qu'elles soient italiennes, espagnoles ou polonaises. Donc, des forces armées dans chacun des pays, mais qui ont une caractéristique, c'est que depuis plus de 20 ans, toutes ces forces sont en diminution constante d'année en année dans chacun de ces pays. Alors, on peut se poser la question de l'irresponsabilité des dirigeants. Après la chute du mur de Berlin, tout le monde a pensé qu'il était temps de bénéficier des dividendes de la paix. Et puis, on a oublié cette sagesse antique, si vis pacem para bellum, alors qu'on l'avait appliqué pendant 50 ans, pendant toute la guerre froide. La guerre froide est l'exemple même de l'application de cette maxime. Si vis pacem para bellum, c'est exactement ce qu'on a fait pendant 50 ans pendant la guerre froide. On a préparé la guerre pour éviter de la faire. Et donc, on peut penser qu'en oubliant tout ça, c'est quand même une grave erreur. Ça a été une grave erreur. Et nous en sommes maintenant au fait que nous avons là un tableau. Bon, il y a un ratio qu'on considère comme significatif, c'est le rapport entre le budget de défense et le produit intérieur brut. Vous voyez là sur une quinzaine d'années l'ensemble des dépenses des États-Unis sur la gauche et puis des pays européens les plus importants. Quand on descend en dessous de 2% pour ce ratio, on considère qu'on n'a plus une défense crédible. Vous voyez que les États-Unis ont tangenté le 5% du PIB, ils sont descendus à 3,4%, c'est en train de remonter avec les décisions du président Trump, ils visent 4% du PIB au moins. Tous les autres pays de l'Union européenne sont en dessous de 2%. La France est à 1,47%.
Même la Grande-Bretagne, qui était au-dessus, est tombée en dessous. L'Allemagne est à 1%, que sais-je encore. Donc on est en dessous du minimum considéré comme significatif. Alors bien sûr, c'est un ratio qui est relatif, hein, puisque le produit intérieur brut allemand n'a pas grand-chose à voir avec le produit intérieur brut polonais, par exemple. Là-dedans, donc on peut considérer qu'il y a 3 gros paquets, les forces britanniques, les forces françaises, les forces allemandes, suivies de pas très loin par les forces italiennes et un peu moins la Pologne et l'Espagne. Toujours est-il que tout le monde est en dessous du 2%, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer qu'on est complètement déshabillé. Bon. Car quand on totalise les budgets de défense de tous les pays de l'Union européenne, on arrive à la bagatelle de 190 milliards par an. 190 milliards par an. Bon. Alors, il faut les comparer aux quelques 600 milliards américains. Bon. Donc 3 fois moins que les États-Unis. Bon. Nous n'avons peut-être pas les mêmes ambitions. Hein, voilà. Bon. Alors, vous remarquez sur ce tableau, en haut, donc ces structures comparables hors pension. Hors pension. Donc les dépenses de dépenses hors pension. Il est certain que le fait d'accorder au général Favin-Lévesque, ici présent, une pension de retraite n'est pas réellement significatif de l'effort de défense que fait la France, hein, pour se défendre. Bon. Donc ce n'est pas tout à fait significatif, et donc il vaudrait mieux parler il faut parler de hors pension. Et il se trouve de façon curieuse que depuis 3 ou 4 ans, les statistiques que nous donne notamment le ministère de la Défense et d'autres du reste portent sur des ratios pension comprise. Pension comprise. Alors très curieusement, la France est à 1,81% et non plus à 1,47%. Et chacun comprendra qu'il est plus facile de passer de 1,47 à 2 que de 1,81, qu'il est plus difficile de passer de 1,47 à 2 que de 1,81 à 2. Voilà. Donc il y a eu un flou artistique que les politiques ont entretenu pendant de nombreuses années, mais on a quand même poussé notamment le président Macron dans ses retranchements, et il a enfin officialisé le fait que ce qu'il visait, c'était le 2% hors pension, hein, et c'est le combat que menait du reste le général de Villiers et que mène maintenant le général Lecointre, hein, chef d'état-major des armées. Alors, quand les menaces portent sur plusieurs pays, eh bien la défense doit être collective. Autrement dit, c'est une défense de coalition. Hein. Alors, soit dans le cadre de l'Alliance Atlantique, soit dans le cadre de l'Union européenne, pourquoi pas, soit dans d'autres cadres, et c'est le cas à l'heure actuelle, notamment pour tout ce qui concerne le Moyen-Orient, où il y a une alliance de circonstances. Alors, dans le cadre atlantique, je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Alliance Atlantique. Vous savez tous qu'elle a été créée en 1949 par le traité de Washington. Une dizaine de pays européens, dont la France, bien sûr, membre fondateur. Non seulement membre fondateur, mais il se trouve que le siège de l'OTAN était à Paris. Hein, était à Paris, porte Dauphine. C'est à l'heure actuelle le bâtiment utilisé par l'Université Dauphine. Hein. Donc, 10 pays européens, plus le Canada, plus les États-Unis, hein, signent un traité, le traité de Washington. Ils sont rejoints très rapidement par la Grèce et la Turquie, hein, et puis en 1955 par l'Allemagne fédérale, la République fédérale d'Allemagne. Alors, la caractéristique de ce traité, c'est que c'est son article 5 qui dit ceci: les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Tous pour un pour tous, hein, comme les mousquetaires. Et du reste, c'est amusant de voir que M. Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, a repris cette formule l'autre jour, hein, en évoquant les mousquetaires. Bon, voilà, ce qui est assez amusant. Donc, article 5, fondamental, la défense collective. Hein, voilà. Alors, le monde évolue, bien sûr. Les 15 pays de l'OTAN sont devenus 28. Parmi ces 28, il y a 22 pays de l'Union européenne.
Et ce qui reste à changer, c'est quand même le principe même de cet article 5 et l'engagement solennel des alliés à défendre tous les autres. Et pourtant, en fait, dès 2012, Obama avait très clairement dit que sa priorité n'avait plus rien à voir avec l'Europe, mais que sa priorité c'était l'Asie-Pacifique. Et que donc tout le déploiement américain, l'effort de défense américain, portait sur l'Asie-Pacifique. Et puis, il y a eu, bien sûr, cet avis de tempête sur l'OTAN, l'élection de Donald Trump. Alors Donald Trump, pendant toute sa campagne, s'est répandu en idée en passant son temps à dire que l'OTAN était obsolète, que les États-Unis n'étaient peut-être pas totalement engagés sur ce fameux article 5 et que si en particulier les pays de l'Union européenne ne payaient pas suffisamment, eh bien les États-Unis ne se considéraient pas du tout liés par l'article 5. Et donc payer où je fais un malheur. Alors, ceci étant, il n'a peut-être pas tort, et il n'est pas le premier président des États-Unis à le dire. Il est certain que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous dépensons infiniment moins que les Américains, et probablement de façon tout à fait excessive. Alors en fait, les États-Unis réclament des efforts de la part des Européens dans deux domaines. Le premier, mais qui n'est pas réellement le plus important, qui est celui des frais de structure de l'OTAN. L'OTAN, c'est une structure importante évidemment, qui comporte un siège qui est à Bruxelles, qui vient du reste d'être rénové ou réinstallé. Il y a deux grands quartiers généraux, l'un à Mons en Belgique, qui est le quartier général opérationnel, et le deuxième qui est à Norfolk aux États-Unis, et qui est le quartier général fonctionnel. De ces deux quartiers généraux découlent évidemment des états-majors intégrés, il y en a des dizaines, et puis des agences, l'agences d'acquisition de matériel, de normalisation, de technique, etc. L'ensemble de cette structure a un coût, évidemment, ça coûte à peu près 2,2 milliards par an. Bon. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Bon. Alors, il y a une clé de répartition, vous l'avez là, probablement vous n'arrivez pas à lire. En gros, les États-Unis prennent 22% de ces dépenses, l'Allemagne 14%, la France 10,4%, la Grande-Bretagne, comme d'habitude, s'en sort très bien, moins de 10%. Et puis, il y a, je dirais, ce qu'on peut appeler des passagers clandestins. L'Estonie, 0,10%. La Lettonie, 0,14%. Et même le Danemark, 18%. Donc les États-Unis réclament qu'il y ait une meilleure répartition. Mais en fait, leur combat ne porte pas essentiellement là-dessus, il porte sur le fait que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on totalise les budgets de défense de l'Union européenne, on obtient donc le tiers de l'effort de défense américain. Et donc il dit, vous ne dépensez pas suffisamment. Bon. Alors, nous sommes dépendants donc en fait des États-Unis aux trois quarts. En fait, donc cette culture de la dépendance, elle a des risques. Le premier, c'est évidemment l'imprévisibilité des réactions du président des États-Unis, et en particulier avec le président Trump, on est particulièrement gâté. Bon. Alors, Trump ne sera pas éternel, mais sans aucun doute, la confiance entre alliés a été sacrément secouée. Bon, indéniablement, il y a des choses qui sont irréparables, je pense, et donc la confiance sans ressenti. Deuxièmement, il faut constater que, évidemment, le monde évolue et que les intérêts des États-Unis ne sont pas nécessairement, comme c'était le cas par exemple pendant la guerre froide, ne sont pas exactement identiques aux intérêts des Européens. Et puis d'autre part, dépendre des États-Unis à 75% pour sa défense, ça semble un peu déraisonnable quand même à l'heure actuelle. Et donc on se pose la question de savoir si l'Europe ne serait pas capable, ou ne devrait pas être capable d'assumer sa propre défense. C'est donc la défense collective dans le cadre de l'Union européenne. Alors, vous entendez parler souvent de l'Europe de la défense. Bon, c'est un terme, à vrai dire, qui est utilisé en France, mais pas beaucoup par nos collègues européens. Quand on parle de l'Europe de la défense, ce n'est pas la défense de l'Europe.
Ce n'est pas la défense de l'Europe, car en fait, quand on parle de l'Europe de la défense, on parle de la politique de sécurité et de défense commune telle qu'elle est définie dans le traité de Lisbonne. La politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Alors cette politique de sécurité et de défense commune, qui porte mal son nom du reste, parce que politique de défense commune, c'est pas vrai. Hein, bon. Donc elle a un objectif, en fait, peu ambitieux, consiste à être capable de gérer ou de résoudre les crises internationales qui se déroulent en dehors des territoires de l'Union européenne. Autrement dit, ce n'est pas la défense territoriale. Ce n'est pas la défense territoriale de l'Union européenne. Donc, je dirais qu'elle est relativement limitée. Alors, néanmoins, pour satisfaire cette politique, l'Union européenne a considéré qu'il fallait être capable de remplir certaines missions, qu'on appelle les missions de Petersberg, c'est-à-dire être capable de rétablir et de maintenir la paix dans les pays dans lesquels une crise éclatait, avec des moyens militaires évidemment, hein, les plus performants parfois. Et puis, pour rétablir l'ordre, eh bien, un certain nombre de missions qui vont depuis l'évacuation de ressortissants européens, en passant par les actions humanitaires ou la reconstruction, enfin, etc. Donc une approche qu'on appelle globale, une approche civilo-militaire, hein, ou une approche intégrée, dans laquelle il y a des aspects militaires, d'abord militaires, puis ensuite civilo-militaires, et pour terminer, civil. Hein. Pour satisfaire ces missions, l'Union européenne s'est dotée d'une structure, à vrai dire, calquée sur celle de l'OTAN, en beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Elle comporte un comité politique et de sécurité qui réunit les ambassadeurs des 28 pays, un comité militaire qui réunit les chefs d'état-major des armées des 28 pays, un état-major, mais qui est un état-major de conseil géostratégique, d'expertise militaire, mais ce n'est pas un état-major susceptible de conduire ou de piloter une opération militaire à proprement parler. Un réservoir de force, hein, puisque en fait il n'y a pas d'armée européenne, donc quand l'Union européenne veut intervenir, hein, elle utilise des forces qui sont mises à sa disposition par les États membres de l'Union européenne, qui disposent donc d'un réservoir de force pour cela. Et puis une agence de la défense pour la préparation de l'avenir, notamment en ce qui concerne les aspects industriels, les grands programmes d'armement en particulier. Alors cette structure a deux défauts, deux lacunes graves. La première, c'est que la chaîne de commandement de l'Union européenne n'est pas permanente et n'est pas complète. Quand l'Union européenne veut mener une opération, entre l'état-major géostratégique et les forces sur le terrain, il manque un échelon de commandement qu'on appelle un commandement opérationnel. Bon. Qu'il faut donc construire de toutes pièces pratiquement, hein, à la demande. C'est donc évidemment un énorme handicap. La deuxième lacune, c'est que l'Agence européenne de la défense n'a pas une dotation budgétaire élevée, autrement dit, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Et il faut reconnaître que sur ces deux lacunes, il y a une responsabilité britannique extrêmement lourde. S'il en est ainsi, c'est parce que pendant 20 ans, les Britanniques se sont opposés à la création de cet état-major opérationnel et se sont opposés à une dotation budgétaire importante de l'agence européenne. Alors, quand on fait le bilan, sur une quinzaine d'années ou un peu plus, de ce que je viens d'évoquer, cette Europe de la défense, on se rend compte que l'Union européenne a mené une dizaine d'opérations réussies dans l'ensemble, de portée limitée, 3 000, 4 000 hommes, 5 000 hommes quelquefois, notamment en Afrique, en Yougoslavie. Il y a 2 opérations navales importantes qui ont été menées, l'une dans la Corne de l'Afrique, c'est l'Atalanta, donc contre la piraterie, hein, et qui a été particulièrement efficace, et puis actuellement l'opération Sophia, qui essaye tant bien que mal de brider les échanges, les trafics d'êtres humains en Méditerranée. On ne peut pas dire que le succès soit total, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci étant, l'opération est évidemment très difficile. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, on se dit quand même que, au regard de la situation dans le monde, ce n'est pas grand-chose.
c'est pas satisfaisant. Tout ça reste bien modeste. On a affaire à une menace islamiste indéniable, extérieure et intérieure, et c'est la première fois qu'on a une menace de ce genre-là. Et puis, d'autre part, le monde est instable, qu'il s'agisse, des situations internationales est particulièrement tendue, qu'il s'agisse de la Corée du Nord, dont on ne sait pas comment ça va évoluer, de la Chine, dont on ne sait pas non plus, là aussi, comment ça va évoluer. Vous savez que la Chine construit pratiquement sur tous les îlots, elle met la main sur tous les îlots, elle construit des bases navales et aéronautiques sur pratiquement tous les îlots de l'océan Pacifique, à proximité dans ses eaux territoriales. Et puis, on a une Russie, alors une Russie dont on exagère certainement les capacités et la volonté de la menace, car il faut bien voir que le budget de la Russie à l'heure actuelle n'a évidemment rien à voir, mais rien à voir avec le budget de l'armée soviétique, de l'armée rouge d'il y a 30 ans. Son budget est 1,5 fois le budget de la France, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport notamment aux États-Unis ou ailleurs. Donc. Et puis il y a bien sûr la poudrière du Moyen-Orient, et puis il y a l'Afrique. Enfin bref, tout ce que je viens de vous dire, ça vous paraît évidemment extrêmement modeste. Et on peut se poser la question de savoir si l'Union européenne n'est pas complètement déshabillée dans ce domaine. Alors elle ne l'est pas parce que, figurez-vous, on a un traité. Un traité, me direz-vous. Oui, un traité. Un traité, c'est pas la panacée, bien sûr, mais c'est très insuffisant, un traité. Mais ça a quand même le mérite d'exister. Et la première chose que l'on trouve dans ce traité, c'est qu'on a créé un service diplomatique européen, le service européen d'action extérieure. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de défense sans diplomatie. Et donc, ce service diplomatique commun réunit des diplomates de tous les pays de l'Union européenne. Ils travaillent dans des cellules intégrées. Vous avez un Britannique à côté d'un Allemand, à côté d'un Italien, à côté d'un Letton, etc. Ils travaillent sur les mêmes sujets. Alors, on n'en est pas évidemment une diplomatie commune, mais en tout cas, le fait que les ambassadeurs, que les diplomates de tous ces pays-là soient de plus en plus intégrés, on peut penser que les choses évolueront. Et actuellement, donc Mme Mogherini, qui donc chapeaute cet ensemble-là, Mme Mogherini, qui est donc la haute représentante aux affaires étrangères, réunit notamment, préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. C'est donc une autorité européenne qui préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Bon, la deuxième chose qu'on se trouve dans ce traité sont des possibilités de renforcement de la coopération en matière de défense, aussi bien au plan opérationnel que sur le plan industriel. C'est l'article 42.6 du traité, la coopération structurée permanente, sur laquelle je vais m'étendre beaucoup plus longuement dans un petit instant. On trouve également dans ce traité des clauses d'assistance mutuelle, une clause de solidarité, c'est l'article 42.7, qui a joué, que le président Hollande a fait jouer en 2015, après les attentats de 2015. Il a fait jouer cet article. Tous les États de l'Union européenne ont répondu présent. L'Allemagne, en moins de 2 jours, le Bundestag a voté en moins de 2 jours l'envoi de 800 militaires allemands au Mali, de 6 avions, d'une frégate et de je ne sais pas quoi encore au Moyen-Orient. Bon, en moins de 48 heures. Les autres pays de l'Union européenne ont répondu aussi. Alors, à vrai dire, dans le désordre. Dans le désordre, et il est certain que ça suffit pas. Bon, et puis, il ne faut quand même pas oublier que dans ce traité, il y a un article. Attention. Ah oui, je suis désolé, j'ai passé un peu trop vite sur le problème de la diplomatie. Je n'ai pas fait attention. Alors, je reviens un peu en arrière. Pour évoquer quand même le fait qu'on n'est pas encore dans une diplomatie commune et que c'est évidemment difficile. Car quand on regarde les pays qui sont dans cette Union européenne, on trouve d'abord la France et encore la Grande-Bretagne, je dis bien encore, mais peut-être pas pour longtemps, et même certainement pas pour longtemps, donc qui sont 2 puissances moyennes mais nucléaires, qui ont l'une et l'autre un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et qui ont des ambitions aussi bien l'une que l'autre tout à fait justifiées en matière de diplomatie au niveau mondial. On trouve évidemment une Allemagne
qui est encore inhibé par la dernière guerre mondiale, hein, et par le passé, mais ça c'est en train d'évoluer. Il y a sans aucun doute une évolution importante du côté allemand. Les Allemands se rendent compte qu'ils doivent être, c'est la première puissance économique de l'Union européenne, et ils se rendent compte qu'ils doivent être eux aussi présents en matière de diplomatie, en matière de relations internationales. Et puis on trouve des pays neutres, ce qui n'est pas sans simplifier qui ne simplifie pas l'affaire, Autriche, Irlande, Suède et Finlande, qui se réclament, entre guillemets, de leur neutralité, ce qui ne signifie plus grand-chose, hein, mais enfin bref. On trouve évidemment les pays d'Europe balte et Europe centrale qui ont une obsession, c'est la menace la menace russe, exagérée probablement, mais en tout cas ils le ressentent comme telle, et qui évidemment demandent une diplomatie plus que musclée vis-à-vis de la Russie. Et puis on a les pays méditerranéens qui eux sont soucieux du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc tout ça pour dire que une diplomatie commune, on en est encore loin, mais comme je le disais, avec le service européen d'action extérieure, on espère faire évoluer les choses. Donc j'avais court-circuité cette vue, et j'en arrive donc toujours dans mon traité à l'article qui dit ceci. La politique de sécurité et de défense commune, hein, l'Europe de la défense, inclut la définition progressive d'une défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Or, il n'en a pas encore décidé ainsi, et c'est là probablement le moment d'évoquer le rôle joué par la Grande-Bretagne à ce sujet. C'est le paradoxe britannique. La Grande-Bretagne oppose un nom de principe absolu à toute structure de défense strictement européenne. Pour vous donner une idée, déclaration du ministre de la Défense britannique peu de temps après le Brexit: nous allons continuer à nous opposer à toute idée d'une armée de l'Union européenne ou d'un commandement militaire de l'Union européenne. Donc, bref. Donc un oui, un non catégorique, mais un oui tout aussi catégorique à la défense de l'Europe par l'OTAN, par l'Alliance Atlantique. Et puis en parallèle, un oui, à vrai dire, pour l'instant ça s'est traduit qu'avec la France, mais actuellement, dans les manœuvres souterraines que mène la Grande-Bretagne, il y a une tendance de rapprochement avec la Pologne en particulier, hein. Donc un oui sélectif à une coopération intergouvernementale, donc qui n'a rien à voir avec la structure de l'Union européenne, donc entre notamment la France et la Grande-Bretagne. Alors ça aboutit à l'accord de Lancaster House en 2010, c'était sous le président Sarkozy. Cet accord, si vous voulez, donc signé en 2010, porte sur. Il y a deux traités. Il y a un traité qui porte sur la sûreté nucléaire. Bon. La France et la Grande-Bretagne sont les deux seuls pays nucléaires de l'Union européenne, et on n'avait évidemment jamais réussi à s'entendre en quoi que ce soit dans ce domaine. Alors on ne peut pas dire que là on ait été très loin, puisque le traité ne porte que sur la maintenance et la longévité des armes, donc ça a des aspects essentiellement techniques, mais c'est malgré tout un peu un symbole, et c'est d'autant plus important que le traité porte sur 50 ans. C'est un traité qui engage la France et la Grande-Bretagne sur 50 ans. Toujours est-il que c'est quand même limité. Alors il y a ensuite un traité en matière de défense qui a plusieurs aspects. Un aspect industriel qui marche bien dans le domaine notamment des missiles et des drones, avec des sociétés comme par exemple MBDA, Thales, Dassault, BAE Systems. En particulier, il y a un projet de drone de combat franco-britannique qui est en train de s'élaborer, donc qui est mené par Dassault et BAE Systems. Donc cette coopération, ça fonctionne bien, ça fonctionnait bien du reste avant la signature de ce traité. Ensuite, eh bien, il y a une coopération dans le domaine terrestre, une force expéditionnaire franco-britannique. Alors, il ne s'agit pas, comme la brigade franco-allemande, il ne s'agit pas d'une force intégrée. C'est une possibilité de mettre
sur pied une force conjointe franco-britannique d'intervention à l'extérieur d'à peu près 5 000 hommes. Bon, elle a été testée, elle est opérationnelle, on peut du jour au lendemain l'activer. Le problème est de savoir au service de qui la mettons. Est-ce qu'on la met au service de l'Union européenne, au service de l'OTAN, au service de l'ONU éventuellement, que sais-je. Toujours est-il que donc dans le traité, hein, cette force existe, hein, et serait utilisable en cas de nécessité. Et puis il y a la coopération aéronavale. Et le traité prévoyait la mutualisation des composantes aéronavales. Au moment où il a été signé, ce traité en 2010, la Grande-Bretagne n'avait plus de porte-avions. La France avait un seul porte-avions, le Charles de Gaulle. La Grande-Bretagne n'en avait pas. Elle en avait 2 en construction. Le Queen Elizabeth, qui va être opérationnel en 2019, et le Princess of Wales, qui sera opérationnel 2 ans après. Vous savez qu'il y a 2 types de porte-avions. Il y a ceux qui lancent les avions par catapultage des avions, et ceux qui lancent les avions par décollage court, décollage quasi vertical. France et les États-Unis ont la technique décollage par catapultage. La Grande-Bretagne était traditionnellement en décollage court. Et au moment de la signature du traité, elle a dit je passe sur la technologie française, hein, et en particulier, donc, on va adopter le catapultage. Et puis, 6 à 8 mois à peine après la signature du traité, on s'est rendu compte, pour des raisons commerciales, enfin bref, on ne sait pas très bien, ça coûterait trop cher, etc. On en revient au lancement, hein, par décollage court, ce qui fait que les avions Rafale du Charles de Gaulle pourront peut-être apponter sur le Queen Elizabeth, mais ils ne pourront pas redécoller. Voilà. Merci à la coopération franco-britannique. Bon, je termine avec les Britanniques, donc pour dire que, bien sûr, le Brexit nous fait perdre disons un partenaire extrêmement opérationnel, sans aucun doute, hein. Mais évidemment, la Grande-Bretagne va continuer, je dirais plus que jamais, à défendre l'idée de la défense européenne par l'OTAN, donc avec les États-Unis, hein. Et le traité franco-britannique de Lancaster House va rester en vigueur. Mais encore une fois, je vous dis, il n'engage que la France et la Grande-Bretagne, et dans un cadre qui n'a rien de cadre européen et absolument pas précisé. Donc on pense que finalement, ça va nous laisser un peu libres, hein, plus libre de nous attaquer à, je dirais, l'autonomie de défense européenne à laquelle la Grande-Bretagne s'est opposée pendant plus de 20 ans. Hein, plus de 20 ans. Alors, j'en reviens à notre traité de Lisbonne, donc pour dire que, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas la panacée. Ça a le mérite d'exister. Et il y a une chose, c'est que finalement, tout ce que je viens d'évoquer, ça n'avait pas été jusqu'en 2017, c'est resté presque lettre morte. Et en 2017, très curieusement, mais ce n'est pas tellement curieux, en fait, le président Trump et le Brexit aussi, dans un certain sens, nous y incitent, eh bien, une prise de conscience importante. 2 axes de progrès. D'abord, au niveau du Conseil européen, hein, qui se rend compte que il faut avancer sur une défense commune. Hein, je citerai par exemple Angela Merkel à Aix-la-Chapelle il n'y a pas très longtemps. L'Europe doit prendre son destin en main. Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis pour notre sécurité. Madame Parly, ministre des Armées françaises, tout récemment vient de dire écoutons le président des États-Unis ou lisons ses tweets. Ils indiquent tous une chose très claire, nous ne pourrons pas nous abriter éternellement derrière le paravent américain. Donc prise de conscience de tous les États européens qu'on ne peut pas s'en remettre essentiellement aux États-Unis pour notre défense. Et puis deuxièmement, une implication de la Commission qui déborde peut-être un petit peu de ses prérogatives, mais je dirais en l'occurrence tant mieux, qui donc sur un plan d'action pour la défense. Alors en ce qui concerne le Conseil européen, donc il a décidé
juin 2017 de lancer la coopération structurée permanente. C'est une disposition qui sommeillait dans le traité depuis 2008 et qui n'était pas utilisée. Alors, que représentent en fait, que cachent ces trois mots aussi abscons que technocratiques, hein, coopération structurée permanente? Entre nous, soit dit, on n'aurait pas fait mieux pour empêcher les gens de se pencher sur le thème, hein, et sur le concept. Donc, cette coopération structurée permanente, ça veut dire, ça ouvre la possibilité de créer un noyau dur en matière de défense commune. L'article dit ceci: les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacité militaire, qui ont souscrit des engagements plus contraignants en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Donc il s'agit de créer une structure permanente de coopération qui s'adresse à tous les pays qui veulent et qui peuvent aller plus vite dans l'intégration de leurs forces et l'intégration de leur industrie de défense. C'est ouvert à tous les pays de l'Union, à condition bien sûr qu'ils fassent un effort important dans ce domaine. Alors on s'est posé pendant donc les 10 ans qui viennent de s'écouler la question de savoir, il y a beaucoup de gens qui dans l'ombre, et en partie je suis parmi ceux-là, qui essayaient de faire comprendre que si on arrivait à mettre en œuvre cet article, on progresserait. Bon. Et donc on ne savait pas très bien comment arriver à le faire, arriver à exécution. Les textes disaient qu'il suffisait que l'initiative soit prise par 2 États membres au sein du Conseil européen, que ces 2 États membres disent « nous voulons lancer la coopération structurée permanente » et il fallait qu'ils obtiennent la majorité qualifiée au sein du Conseil européen, c'est-à-dire 55% des États, 65% de la population. La France et l'Allemagne ont lancé le processus, notamment avec une lettre conjointe de M. Le Drian, donc ministre de la Défense français, et de Mme Ursula von der Leyen, ministre allemande de la Défense. Donc ils ont lancé cette lettre et notamment il y a vous savez qu'il y a un conseil des ministres franco-allemands tous les ans, et en juillet 2017, donc ce Conseil des ministres franco-allemands a fait des propositions pour dire, pour rentrer dans la coopération structurée permanente, il faut satisfaire un certain nombre de conditions, un certain nombre de critères, et donc il a fait ses propositions. Bon. D'augmenter le budget de défense à hauteur de 2% du PIB, d'harmoniser les besoins, hein, de renforcer bien sûr l'interopérabilité des forces, de combler les lacunes, elles sont identifiées, on sait quelles sont les lacunes hein, notamment en matière de drones, hein. Bon, et puis développer des programmes communs au sein de l'Agence européenne de défense. Alors, il se trouve que le Conseil européen, dans sa entre guillemets grande sagesse et à mon avis mauvaise sagesse, avait dit il faut que cette structure de coopération soit inclusive et ambitieuse. Bon, voilà de beaux termes. En fait, ça montre qu'il y a 2 visions possibles. Hein. La vision ambitieuse, qui consiste à dire qu'il faut avoir une capacité d'engagement opérationnel pour les missions les plus exigeantes, ce qui est quand même les termes de l'article hein, du traité. Et ça, c'était la vision française. Puis il y a la vision allemande, vision inclusive. Plus on est nombreux et mieux c'est, parce que ça montre la solidarité au sein des États membres. Alors il y a eu, évidemment c'est contradictoire, parce que plus on est nombreux, moins on est ambitieux. Et il y a eu notamment pendant l'été 2017, en coulisses, c'était assez amusant de voir les manœuvres en coulisses entre les Français qui s'employaient à durcir les critères hein, pour entrer dans cette coopération structurée permanente, et puis les Allemands qui s'employaient à essayer de convaincre tout le monde, venez, hein, il faut que vous fassiez partie de cette coopération structurée permanente. Alors ça a abouti. Ben, en fait, c'est la vision allemande qui a prévalu. Et le 13 novembre, Mme Mogherini a annoncé que 23 pays, bientôt suivis par 2 autres, acceptaient donc de lancer et de participer à la coopération structurée permanente, et en souscrivant donc une vingtaine d'engagements, une vingtaine de critères réellement contraignants. Et donc ça a été entériné par le Conseil européen, qui n'a pas eu besoin, la majorité qualifiée a été là largement atteinte, hein, puisqu'il y avait 25 pays sur les 27, sur les 28. En fait,
n'ont pas adhéré la Grande-Bretagne, bien sûr, le Danemark et Malte. Alors, les 20 engagements, bon, je ne vais pas les détailler, ils découlent assez clairement des propositions franco-allemandes. Il faut voir qu'ils sont plus tournés vers les aspects industriels, les aspects capacitaires, que sur les aspects opérationnels. Et ceci étant, ils sont réellement contraignants et ils témoignent réellement d'une volonté d'aller de l'avant, hein, et de faire des efforts importants. Alors, ces efforts, cette coopération donc structurée permanente, elle est décidée. Hein, je dirais que tout reste à faire. Pas tout, mais beaucoup. D'une part, il faut que la structure prenne vie. Bon, alors maintenant, je dirais que c'est fait quasiment. Ça dépend évidemment directement de la haute représentante aux affaires étrangères, hein, et de l'Agence européenne de la défense. Il faut arrêter des projets communs. Et puis, il faut, alors aussi bien opérationnel que capacitaire, et puis il faut les réaliser. C'est donc, je dirais, le début d'une grande aventure. Hein, alors, il y a eu une première vague de projets. Cette première vague comporte 17 projets. Bon, je ne vais pas vous les énumérer tous, mais enfin, je vais j'en ai énuméré quelques-uns. Il y a ce qu'on appelle le Schengen militaire. Bon. À l'heure actuelle, si vous voulez, quand des forces armées françaises transitent en Allemagne ou ailleurs, il y a toute une procédure longue et lourde pour faire traverser, pour faire transiter les forces. Donc on va arriver, donc la mesure en question, le Schengen militaire, qui permettra donc à toutes les forces de tous les pays de l'Union européenne de transiter sans aucune contrainte, hein, entre les différents pays. Bon, il y a un deuxième projet qui est un projet d'interopérabilité des transmissions. Il y a un projet de drone européen, alors qui réunit France, Allemagne, Italie, Espagne, etc. Bon. Donc la plupart de ces projets, enfin il y en a qui sont très inclusifs, c'est-à-dire qu'on 22 sur les 28 pays, qu'on mettons 17, 18, 22 ou 23 pays, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus limités, hein, à 2, 3 ou 4 pays. Et notamment les plus lourds, ce sont deux projets qui sont en fait franco-allemands. L'un, c'est je ne trouve plus le terme, c'est le SCAF, le système de combat aérien futur, le SCAF, le système de combat aérien futur, donc qui met en œuvre un avion de combat futur franco-allemand. Hein, mais il n'y a pas que l'avion, hein, il y a tout le système de combat avec donc tout ce qui concerne, enfin, d'une part les bases, le contrôle aérien, etc. Bon, et puis le char futur, lui est piloté. Alors ça, le système de combat aérien futur est piloté par la France, hein, et notamment ça va être Dassault qui va prendre, je pense, le leadership de l'affaire. Et puis le char futur, c'est plutôt sur pilotage allemand, avec notamment la société qui est en train de fusionner entre Krauss-Maffei Wegmann et Nexter. Donc c'est un projet donc, de char futur franco-allemand. Donc voilà. Alors donc voilà, en gros, la première vague de projets, ce n'est qu'une première vague, hein, et en fait, on compte sur la coopération structurée permanente pour être un catalyseur de projets. Hein, bon, et qu'on arrive, pour reprendre le terme qui a été évoqué ce matin, à de l'autocatalyse. Hein, l'autocatalyse qui a été évoqué ce matin. Bon, voilà. Bon, alors, ça c'était donc la première axe de projet. Le deuxième axe, c'est l'initiative donc de la Commission européenne de créer au niveau de l'Union européenne, donc dans le budget de l'Union européenne, de prendre en charge les dépenses de recherche et technologie de défense, hein, à hauteur alors d'abord de 90 millions et ensuite de 500 millions par an, et puis d'autre part, chaque fois que plusieurs États coopèrent sur un programme commun d'armement, de participer à hauteur de 1,5 milliard par an, hein, de participer au développement de ces programmes. Donc, en gros, à peu près au niveau de l'Union européenne, à peu près 13 milliards d'euros, hein, du budget de l'Union européenne au profit de la défense européenne. C'est évidemment un grand succès, hein, et c'est la première fois. Hein. Alors, je dirais cerise sur le gâteau, l'initiative européenne de défense,
C'est une idée du président Macron, c'était dans son discours de la Sorbonne, et cette idée donc, consiste à ceci. Donc, cette idée a été officialisée le 25 juin dernier par une lettre d'intention qui réunit 9 pays. L'objectif étant de développer une culture stratégique commune. Car il est certain que autant la France et la Grande-Bretagne, dans le domaine, je dirais, d'une vision stratégique au plan mondial, on sait faire. En tout cas, on est des vieux routiers de ce genre de choses. La plupart des autres pays européens, en particulier les petits et les moyens pays, ne sont pas rodés du tout. Il faut donc arriver à une vision commune au plan stratégique. Et donc, c'est l'objectif notamment de cette intervention européenne d'intervention. Oui, je suis obligé de terminer quand même. J'en ai pas pour longtemps. Donc, je dirais cerise sur le gâteau, mais alors, on voit le retour de la Grande-Bretagne. C'était probablement la volonté française, du reste, de ne pas se couper complètement de la Grande-Bretagne. On se dit également, ça fait beaucoup, parce que finalement, tout ça commence à s'articuler avec la coopération structurée permanente, avec le budget de défense européen, etc. Bon. Donc trop, c'est trop. Et puis en fait, on se peut se poser la question, n'est-ce pas une arrière-pensée française qui a considéré que la coopération structurée permanente était beaucoup trop inclusive et donc de ramener à quelque chose de plus limité. Bon, bref, ceci étant, ne boudons pas notre plaisir. Alors je vais essayer d'aller très vite quand même, mais il faut quand même que je dise la suite. Donc en fait, ce qu'il faut faire maintenant, il faut évidemment aller plus vite et plus loin, c'est admis. Il faut financer au niveau de l'Union européenne. L'état-major opérationnel que la Grande-Bretagne se refusait, bon, il existe maintenant, mais uniquement pour la partie non opérationnelle. Il faut l'étendre bien sûr à la partie opérationnelle. Et en fait, ce qui est important, c'est que probablement, on peut penser qu'il y a une prise de conscience, les États membres estime maintenant, probablement, en tout cas on peut l'espérer, qu'il ne suffit pas pour l'Union européenne d'être une soft power. Bon. Alors je vais quand même peut-être abréger. J'ai encore des choses importantes à dire. Bon. Je vais quand même dire qu'on a stoppé sans aucun doute la chute des budgets. Bon, l'Allemagne a augmenté son budget de défense de 8 milliards sur 2 ans. La France, avec malheureusement le loupé du président Macron vis-à-vis du général de Villiers, qui a commencé notamment à supprimer 800 millions pour rétablir 1,7 milliard l'année d'après. En tout cas, la loi de programmation qui a été votée maintenant prévoit 1,7 milliard d'augmentation chaque année jusqu'à la fin du quinquennat et prévoit 2% du PIB en 2025. Voilà. Bon, donc on a stoppé et on peut considérer peut-être qu'on va assister au réveil de l'Europe endormie. C'est du reste ce que disait le président Macron aux ambassadeurs tout récemment. Jamais l'Europe n'avait avancé aussi vite en matière de défense depuis 70 ans. L'Europe a pris conscience qu'elle devait se protéger. La France et l'Europe ont en quelque sorte pris des nouvelles menaces contemporaines et du fait que nous avions besoin d'une autonomie stratégique de défense pour répondre à ces dernières. Donc, voilà. Alors, j'en arrive à des considérations quand même. Je vais sauter ça peut-être. Pour dire que je pense que vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une armée européenne. Il s'agit de construire une défense commune. Et je dirais que c'est un peu le problème des généraux byzantins qu'on a évoqué ce matin. Il faut que les généraux byzantins se mettent d'accord pour cette défense commune. Voilà. Bon, et je dirais que malgré tout, au-delà des aspects militaires, les vraies questions demeurent. La vraie question, c'est d'abord, est-ce que ce moment européen de 2017, qui a été quand même très important, indéniablement en matière de défense, comme ça a été souligné du reste, y compris par le président Macron, est-ce que ça va demeurer? Parce que les élections de 2019 risquent de tout mettre en l'air. On va changer de Parlement, on va changer de commission. Pour peu que les mouvements populistes l'emportent, eh bien c'est catastrophique. C'est catastrophique pour la suite de tout ça. Bon, et malheureusement,
Rien n'est moins sûr. Hein, il faut bien voir que les mouvements populistes jouent de désinformation, une désinformation totale sur ces questions. Hein, désinformation totale. Hein. Bon, deuxième question, eh bien, est-ce que les États pourront accepter de se départir d'une part de leur responsabilité propre, hein, domaine régalien, la souveraineté. Et puis troisièmement, est-ce que le citoyen est prêt à se faire tuer pour le drapeau européen? Alors, pour en revenir à tout à fait la planche du début, bon, non, c'est pas ça. Prospérité versus défense. L'Europe a vécu pendant plus d'un demi-siècle hein, en prospérité. On a eu une prospérité quand même très très importante sous le parapluie américain. Et celui-ci devient moins systématique. Est-ce que l'Europe peut poursuivre son cursus économique et son développement économique hein, sans pourvoir à sa propre sécurité? Eh bien, la réponse, elle est non. La réponse, c'est non. Hein, et du reste, Frédéric Bastiat le disait bien. Et le problème, c'est que ça se traduit par un choix extrêmement difficile au niveau du citoyen, je dirais. D'abord au niveau européen. Le budget de l'Union européenne, c'est 160 milliards d'euros. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça représente 1% du PIB de l'ensemble du pays, de l'ensemble de l'Union européenne. Bon. Et aucun des chefs d'État à l'heure actuelle ne veut évidemment augmenter ce budget puisqu'on y participe. Bon. Donc, inclure dans ce budget 13 milliards pour la défense, c'est bien, mais au détriment de qui? De quoi? De la PAC hein, de la PAC, des fonds structurels, de l'aide au développement, de l'économie. Et au niveau français, 2% du PIB hors pension en 2025. Alors, au détriment du social, comment va-t-on y arriver? Au détriment du social, de l'éducation. On vient encore de nous expliquer que le budget d'éducation qui est à 52 milliards, tenez-vous bien, 52 milliards pour les résultats qu'on le connaît. Hein. Bref, bon, le budget de la défense, pour l'instant, c'est 33 milliards. Hein. Bon, vous voyez bon. Et puis, l'éducation, de la santé, le soutien à la compétitivité des entreprises, que sais-je? Voilà. Eh bien, donc, ce que je souhaite, en tout cas, malgré tout, c'est que la devise « unie dans la diversité » puisse se conjuguer dans « unie dans l'adversité ».